Si vous voulez voyager dans l'espace, préparez-vous à débourser environ 55 millions de dollars. Mais dans un avenir proche, vous pourrez probablement voyager dans l'espace en appuyant simplement sur un bouton sans vous ruiner, car les ascenseurs spatiaux pourraient bien entrer en jeu. Alors que l'idée d'un ascenseur galactique semble sortir d'un film de science-fiction, c'est une possibilité réelle qui pourrait révolutionner les voyages spatiaux. Avec un coût estimé à 8 milliards de dollars, un tel ascenseur pourrait ne représenter qu'un investissement unique qui nous durerait éternellement. La NASA, à elle seule, dépense environ 2 700 000 dollars en carburant pour fusée à chaque minute de vol. Pour lancer une fusée, ils doivent ainsi débourser jusqu'à 178 millions de dollars. Ces coûts pourraient être considérablement réduits si l'on utilisait des ascenseurs. La plupart des bâtiments les plus élevés sur Terre ont des fondations massives pour aider à équilibrer leur poids. Plus vous regardez en l'air, plus ils s'amincissent. Même le gratte-ciel le plus haut du monde, le Burj Khalifa, est épais à sa base et effilé à son sommet. Si nous souhaitions construire quelque chose qui s'apparente à un ascenseur gigantesque, nous aurions donc besoin d'une énorme quantité de béton pour en bâtir les fondations, ce qui va à l'encontre de notre but originel d'économiser de l'argent. Maintenant, prenez une ficelle, attachez une balle à son extrémité et commencez à la faire tourner. La ficelle dans votre main restera en place et la balle tournera autour de votre main. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge, et l'ascenseur fonctionnera de la même manière. La balle sera une base dans l'espace et la corde tirera vers la Terre. La station par laquelle nous pénétrerions dans l'ascenseur se situerait au milieu de l'océan Atlantique et le câble s'étendrait à partir de là. Pour que cela soit possible, celui-ci doit être parfaitement synchronisé avec la rotation de la Terre. Sans quoi, il se brisera simplement ou s'enroulera autour de la Terre comme un fouet. De plus, l'orbite suivie par le câble devrait former un cercle parfait, car la ligne ne pourrait ni se raccourcir ni s'étendre. Beaucoup de calculs ont été effectués dans le but de trouver la solution idéale. Attendez une minute. C'est donc à ça que sert l'algèbre. Qui l'eût cru ? En attendant, on ne va pas vous ennuyer avec davantage de mathématiques. Abordons directement la distance précise entre la station Atlantique et celle qui se trouve dans l'espace, qui doit être de 36 000 km au-dessus de la Terre, là où débute l'orbite géosynchrone. Là, les 4 forces ascendantes sont beaucoup plus fortes que l'unique force descendante. C'est pourquoi la station resterait en place. Lorsque vous construisez une maison ou un bâtiment, vous commencez par le bas et progressez vers le haut. Mais pour créer cette merveille d'ingénierie, nous aurions besoin de nous y prendre à l'envers et de commencer par le haut. Le principal problème ici serait le poids. Si la ligne était trop lourde, elle perturberait l'orbite et le monte-charge ne fonctionnerait pas. Il nous faudrait donc équilibrer la station spatiale pour garantir un fonctionnement sans faille. L'acier est l'un des matériaux les plus robustes sur Terre. Le câble de chaque ascenseur est d'ailleurs fait d'acier, mais lorsque vous avez besoin d'un câble de 36 000 km de long, les choses peuvent devenir un peu compliquées. L'acier est difficile à rompre, mais il est encombrant, et lorsque vous devez en utiliser beaucoup, c'est alors que les problèmes commencent à survenir. Nous utilisons énormément d'acier dans la construction, mais nous avons des matériaux plus légers à notre disposition qui pourraient exercer moins de contraintes sur la station et éliminer ce problème. De plus, le câble devrait être fuselé parce que, au bout, la contrainte serait pratiquement inexistante. Mais il devrait toujours être plus épais que nécessaire en raison de nombreux facteurs de sécurité. Au début, le câble ferait à peine plus d'1 millimètre d'épaisseur. Après tout un tas de calculs compliqués, nous pouvons déterminer son gabarit en bout de course, qui représente un chiffre tellement long que l'on serait bien incapable de le prononcer. Mais croyez-nous, c'est un très très grand chiffre. Ainsi, l'acier est hors de question. Un autre candidat est le Kevlar qui est 5 fois plus résistant que l'acier. Et si nous ajoutions des matériaux tels que le carbone et le titane à cet alliage, sa résistance serait encore décuplée. Le câble aurait alors un diamètre compris entre 80 à 170 mètres. C'est nettement plus petit que ce que pourrait être le diamètre d'un pareil câble en acier. La mauvaise nouvelle, c'est que cela coûterait bien trop cher. Donc, si nous ne trouvons pas le matériau idéal pour construire ce câble, l'idée même d'un ascenseur spatial ne sera jamais qu'une vaste perte de temps.
Si seulement nous avions sous la main un matériau léger, miraculeux, capable d'encaisser une pression de 60 gigapascales, et qui aurait également un rapport de conicité de 1,6. Oh mais attendez, nous avons effectivement un tel matériau. C'est ce qu'on appelle les nanotubes de carbone. Ils ont une résistance de 130 gigapascales, ce qui est bien plus que ce dont nous avons besoin. Les nanotubes sont fabriqués à partir de carbone et sont 100 000 fois plus fins que les cheveux humains. Ce matériau est solide et a une bonne capacité de conduction, laquelle est rendue possible grâce à sa structure atomique unique. Nous utilisons cette innovation dans de nombreuses choses, des batteries jusqu'à l'optique, et ils peuvent être entièrement modifiés et adaptés à de nombreux autres usages. Bradley Edwards est l'homme responsable de cette idée. La NASA était en quête de nouvelles innovations et lui a dit « Ne tentez rien de trop fou et commencez juste à nous construire un treuil spatial ». On suppose que Bradley a dû prendre cela pour un défi, car il a commencé à travailler sur l'ascenseur. Edwards a donc rédigé un article sur un transporteur galactique. Lorsqu'il l'a publié, il s'attendait à ce que de nombreux experts décèlent des failles dans ses travaux. Mais étonnamment, personne n'y est parvenu. Son concept était irréprochable. Il a ainsi eu l'idée d'attacher une ligne de nanotubes à une fusée et de la propulser dans l'espace. L'autre extrémité du câble retomberait sur Terre, et des robots utiliseraient ce dernier pour y grimper et l'allonger afin que nous puissions entamer la construction d'une station spatiale. Après cela, l'ascenseur pourrait commencer à acheminer tout et n'importe quoi, des panneaux solaires jusqu'aux touristes. À l'avenir, le tourisme spatial pourrait devenir accessible. Qui sait, nous pourrions même partir en vacances dans l'espace un jour. Et, vous recherchez une atmosphère d'évasion? Eh bien, ne venez pas ici, nous n'en avons pas. Oups, probablement pas le meilleur slogan publicitaire, n'est-ce pas? Il y a quelques années, nous pouvions seulement créer des nanotubes de carbone microscopiques, mais avec le temps, davantage de recherches ont été effectuées pour les rendre plus grands. Aujourd'hui, ils atteignent jusqu'à quelques centimètres. D'ici 20 ans, ils pourraient être longs de plusieurs kilomètres. Le carbone coûte $1 le gramme. Si nous faisions le calcul, nous verrions qu'il nous faudrait environ $1 milliard pour construire cet ascenseur. Oui, cela semble coûteux, mais c'est une solution à long terme pour les voyages spatiaux, qui pourrait nous faire économiser énormément d'argent. Tout a l'air parfait sur le papier. Mais la raison principale pour laquelle la NASA a choisi de ne pas poursuivre ce projet est qu'à l'heure actuelle, il y a probablement plus de 128 millions de débris flottants dans l'orbite terrestre. Et ils pourraient présenter une véritable menace pour cet ascenseur. Il pourrait, certes, être conçu pour résister à quelques impacts de temps à autre. Mais être constamment bombardé ne faisait pas partie de l'équation. Néanmoins, Bradley soutient qu'une armada d'appareils de surveillance détecte ces débris spatiaux. Ainsi, l'ascenseur pourrait être capable de tous les éviter. Si quelque chose heurtait l'ascenseur, ou si le câble se brisait d'une manière ou d'une autre, les conséquences ne seraient pas trop sévères. Enfin, s'il n'y avait pas de passagers à bord, bien entendu. Si la ligne était coupée, l'ascenseur dériverait simplement dans l'espace et ne représenterait aucune menace pour quiconque. Au Japon, des ingénieurs tentent de construire un ascenseur spatial. Celui-ci pourrait également être utilisé pour l'exploitation minière dans l'espace. Nous pourrions facilement couvrir le coût de cet ascenseur en attrapant des astéroïdes au passage, car certains d'entre eux sont faits de métaux précieux. Nous pourrions alors les exploiter et les rapatrier rapidement sur Terre. Imaginez un endroit où un seul jour dure plus longtemps qu'une année entière. Sur Vénus, un jour, c'est-à-dire une rotation complète sur son axe, est aussi long que 243 jours sur Terre. Et ce qui est encore plus étrange, en dépit du fait que Vénus connaisse un jour sans fin, c'est que son année est plus courte que celle de la Terre. Alors que la Terre met environ 365 jours pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, Vénus le fait en seulement 225 jours. Donc, d'une certaine manière, pour Vénus, un jour est plus conséquent qu'une année entière. Vénus est une planète étrange de façon générale. On la surnomme la jumelle de la Terre en raison de nos ressemblances, bien qu'elle soit un peu plus petite que notre planète. Mais il y a aussi des différences drastiques. Par exemple, elle tourne dans le sens opposé, ce qui signifie que le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Et Vénus n'est pas la seule à danser selon son propre rythme. Uranus en fait de même. Et enfin, c'est un peu la folie sur Vénus en termes d'atmosphère.
Quand vous êtes debout sur Terre, vous ne ressentez pas vraiment le poids de l'air autour de vous. Eh bien, sur Vénus, cette sensation serait comparable à un éléphant assis sur vos épaules. Vénus possède une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre. L'atmosphère y consiste en une épaisse couche de gaz toxiques. Par exemple, le dioxyde de carbone qui est libéré par tous les volcans. Il applique une pression incroyable. Ceci se traduit par des températures incroyablement élevées. Il n'est donc guère étonnant qu'il nous faille encore attendre avant de pouvoir un jour poser le pied sur cette planète. Pendant ce temps, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une orbite encore plus courte que celle de Vénus. Elle effectue un voyage complet autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres environ. Cependant, elle a une rotation lente sur son axe, ce qui signifie qu'un jour sur Mercure dure environ 176 jours terrestres. En gros, une demi-année pour nous. Tout comme avec Vénus, une journée y dure beaucoup plus longtemps qu'un an. Comme c'est la planète la plus proche du Soleil, il n'est pas surprenant que Mercure connaisse des variations de température extrêmement élevées. En journée, celles-ci peuvent excéder les 420 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. Mais attendez le coucher du Soleil. La nuit, elles redescendent à un glacial moins 180 degrés. C'est parce que Mercure n'a pas une atmosphère épaisse comme la nôtre, donc la chaleur ne se distribue pas uniformément à travers la planète. Si un côté est plongé dans l'obscurité, il sera extrêmement froid, et l'autre côté sera brûlant. Exactement comme si vous laissiez un gros rocher ordinaire sous le soleil pendant un moment. En fait, il y fait tellement froid qu'il pourrait même y avoir de la glace dessus. Regardez la région du pôle nord de la planète. Surtout ces taches jaunes, éclairées par le soleil à l'intérieur des cratères. Elles indiquent peut-être la présence de glace d'eau. Et il s'avère que l'eau est beaucoup plus courante dans l'espace que nous ne le pensions. Mars est souvent surnommée la planète rouge. Elle doit ce surnom à l'abondance d'oxyde de fer, ou de rouille, qui recouvre sa surface. Les minéraux riches en fer créent cette teinte rougeâtre qui colore le paysage martien. Mais il s'avère que Mars n'est pas simplement rouge. Si vous vous teniez sur Mars, vous verriez un terrain semblable à un désert de couleur caramel, baignant dans une lueur dorée. Un peu de brun ici et là, et même de légers reflets verdâtres. Mars possède également la plus grande montagne de tout le système solaire, Olympus Mons. D'une hauteur vertigineuse d'environ 22 km de haut, elle est bien plus haute que le mont Everest. Elle a été formée par l'éruption d'une lave à faible viscosité, créant une structure similaire à un bouclier. Étant donné que Mars est recouverte de sable, elle est aussi célèbre pour ses fantastiques tempêtes de poussière. Mais il s'avère qu'elles sont encore plus insensées que ce que nous pensions. Ces tempêtes peuvent durer des mois. Bien qu'elles puissent présenter des défis pour les futures missions humaines, elles contribuaient également à l'aspect irréel de la planète lorsqu'elle est observée de loin. Et il n'y a pas que les tempêtes à prendre en compte, mais également les tremblements de Mars. Également connus sous le nom de trémors sismiques, ils ont été détectés pour la première fois par la NASA en 2019. Contrairement aux tremblements de terre, qui sont souvent déclenchés par des mouvements de plaques tectoniques, on pense que les tremblements de Mars résultent du refroidissement et de la contraction de l'intérieur de la planète. Il est intéressant de voir à quel point les deux planètes sont similaires, et pourtant si différentes. Les anneaux emblématiques de Saturne pourraient détenir un secret lié au passé ancien de la Terre. Ces anneaux sont principalement composés de particules de glace et de débris, et sont estimés être relativement jeunes à l'échelle cosmique, seulement quelques centaines de millions d'années environ. Maintenant, certaines théories avancent qu'ils seraient nés après une catastrophe de grande ampleur. La collision de deux grandes lunes, ou la désintégration d'une comète, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que cette chronologie coïncide avec l'âge de l'extinction des dinosaures sur Terre. Y aurait-il un lien? Qui sait? Au fait, bien que Saturne remporte le gros lot pour ses anneaux, elle n'est pas la seule planète de notre système solaire à en avoir. Jupiter, Uranus et Neptune ont également leurs propres ensembles d'anneaux, bien qu'ils ne soient peut-être pas aussi visibles et impressionnants que ceux de Saturne. Cependant, il y a quelque chose par laquelle Saturne se distingue vraiment, le magnifique hexagone de son pôle nord. C'est une figure colossale à 6 côtés. Et chaque côté de cette structure incroyable mesure environ 14 500 km de long, soit 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Les scientifiques ne sont pas certains de comment cet hexagone s'est formé ni pourquoi. Ils pensent que cela pourrait être dû à des vitesses de vent variables. Ou peut-être est-il façonné par un jet stream localisé, lent et sinueux. Pour le moment, il demeure un autre des mystères de Saturne. Tout comme l'hexagone de Saturne, Jupiter a aussi sa propre tache étrange. On l'appelle la grande tache rouge.
Il s'agit d'une tempête qui fait rage depuis au moins 350 ans et qui est à plus grande que la Terre elle-même. Malgré son nom, la couleur de ce point a varié au fil des ans, allant du rouge brique au rose saumon pâle. Les scientifiques continuent d'étudier cette tempête tenace, perçant les mystères de sa persistance et de ses volutes changeantes. Sur le plan météorologique, la Grande Tache Rouge est un véritable épicentre. Elle génère une énorme pression dans l'hémisphère sud de Jupiter. Pendant ce temps, Jupiter elle-même n'est pas en reste en ce qui concerne les champs magnétiques. Son influence est colossale. Elle s'étend bien au-delà de la planète elle-même et crée l'un des champs magnétiques les plus vastes et les plus puissants de notre système solaire. À cause de cela, Jupiter est une source de radiation intense et de fascinantes aurores, alors que les aurores boréales de la Terre sont à couper le souffle. Jupiter a aussi quelque chose à offrir. Son champ magnétique interagit avec les particules chargées provenant des lunes de Jupiter et du vent solaire. Cela crée des aurores visuellement frappantes au niveau de ses pôles. Cependant, par rapport à la Terre, l'échelle de ces aurores est phénoménale. Rien de comparable à ce que nous observons sur notre planète. Mais même ce type de grande tache n'est pas une caractéristique unique au sein de notre système solaire. La géante orageuse, Neptune, la 8e et la plus éloignée des planètes du Soleil, a aussi sa propre grande tache sombre. Tout comme avec Jupiter, c'est un immense vortex au beau milieu de l'atmosphère de Neptune. Mais contrairement à son homologue jupitérienne, cette tache a tendance à apparaître et disparaître en raison de la météo dynamique et extrêmement changeante de Neptune. Neptune, tout comme Uranus, est une autre géante glacée. Et tout comme les autres géantes, elle possède certains des vents les plus violents de notre système solaire. Ces courants supersoniques peuvent atteindre une vitesse supérieure à 1900 km/h. Et oui, ça ne rigole pas. Mais cela explique ces épaisses formations nuageuses. Au fait, si vous avez déjà rêvé d'une planète où il pleut des diamants, vous pourriez être intéressé par cette planète. Profondément dans l'atmosphère de Neptune, où les pressions sont extrêmes, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les atomes de carbone seraient si comprimés qu'ils en forment des diamants. Ces diamants pourraient ensuite s'abattre comme une pluie. Quelle touche unique pour un bel orage! Les lunes de Neptune ont hérité de leurs parents cette météo étrange. Par exemple, sa plus grande lune, Triton, présente une touche de cryovolcanisme. Au lieu de vomir des roches en fusion comme les volcans terrestres, les cryovolcans de Triton éclatent avec un mélange d'eau, d'ammoniac et d'azote. Cela s'apparente à des geysers de glace projetant leur matière dans l'espace. On dirait que, dans notre seul système solaire, chaque planète a ses propres particularités fascinantes. Espérons que nous découvrirons d'autres choses intéressantes dans l'espace avoisinant à l'avenir. Imagine. Tu flottes dans les profondeurs de l'espace et contemples notre chère planète bleue. Qu'y a-t-il tout en haut? Tu penses peut-être que c'est le pôle Nord, mais ce n'est pas forcément le cas. En réalité, cette croyance collective selon laquelle le Nord se trouverait au sommet du monde ne repose sur aucune base scientifique solide. Il s'agit simplement d'une chose que nous avons acceptée au fil du temps. Et cette convention a une histoire passionnante. Avec un soupçon d'astrophysique, un peu de psychologie et une conséquence surprenante, elle influence notre perception du monde bien plus que nous ne le pensons. Savoir où l'on se trouve est essentiel à la survie. Et c'est vrai pour la plupart des espèces. Pas seulement pour nous, les humains. À l'instar des abeilles, par exemple, les êtres humains ont la faculté de créer des cartes mentales de leur environnement. Mais là où nous nous distinguons vraiment, c'est dans nos efforts visant à partager ces cartes avec nos congénères. Nous avons commencé à le faire il y a un certain temps, en dessinant des cartes sur toutes sortes de supports, des murs de cavernes jusqu'aux écrans d'ordinateur. Les plus anciennes que nous ayons trouvées remontent à près de 14 000 ans. Malgré cette longue évolution, ce n'est qu'au cours des derniers siècles que nous avons décidé que le Nord devait toujours se trouver en haut de la carte. Les férus d'histoire nous apprendront que pendant longtemps, le Nord n'a pratiquement jamais été placé en haut de la carte parce qu'il symbolisait l'obscurité. L'Ouest n'était pas non plus pris en compte, car c'est là que le soleil mourait chaque soir. Cependant, les premières cartes asiatiques semblent remettre cette tendance en question. Avant que tu n'y penses, non, ce n'est pas à cause de leur boussole qu'ils ont placé le Nord en haut de la carte. Les premières boussoles asiatiques étaient en fait alignées sur le sud, considérées comme une direction plus favorable que le froid et l'obscurité du septentrion. Mais sur ces cartes,
L'empereur, qui résidait au nord, était toujours placé au sommet, ses fidèles sujets levant les yeux vers lui. En rétrospective, chaque culture avait sa propre notion de CE, vers quoi il valait mieux être tourné, ce qui a conduit à des orientations variées des premières cartes. Les Égyptiens préféraient l'Est, où le soleil nous gratifie de son apparition chaque matin. Les premières cartes arabes privilégièrent le Sud. Les cartes européennes de la même époque plaçaient l'Est au sommet. Quand tout le monde a-t-il décidé que le Nord était le nouveau sommet du monde? On pourrait être tenté d'en attribuer la paternité à des explorateurs comme Christophe Colomb et Magellan, qui se sont orientés en fonction de l'étoile polaire. Mais ils ne voyaient pas vraiment le monde sous cet angle. Christophe Colomb, par exemple, voyait le monde avec l'Est à son sommet, croyant qu'il se dirigeait vers le paradis terrestre. La projection de Mercator de 1569 a changé la donne, car elle a été la première à prendre en compte la courbure de la Terre pour une navigation plus précise. Mais même à cette époque, l'accent n'était pas mis sur le nord. Mercator a projeté les pôles à l'infini, les considérant comme relativement peu importants puisque les marins ne s'y aventurèrent jamais. Il est possible que le choix de placer le nord au sommet ait été motivé par le fait que les Européens, qui accomplissaient leur part d'exploration, se trouvaient dans l'hémisphère nord, avec beaucoup plus de terres à couvrir et de gens à côtoyer. Quelle qu'en soit la raison, cette idée du nord tout en haut est restée. Même lorsqu'un astronaute de la NASA a pris une photo de la Terre avec le sud pour sommet en 1972, il a fallu la retourner pour éviter toute confusion. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque tu observes la Terre depuis l'espace, les notions de haut et de bas perdent tout leur sens. Certes, la Terre s'aligne sur le plan des autres planètes de notre système solaire parce que nous partageons tous la même origine cosmique, mais nous pourrions tout aussi bien inverser l'image ou placer le Soleil en haut ou en bas, selon le point de vue astronomique. Même au sein de la Voie lactée, notre système solaire est incliné d'environ 63 degrés. Si l'on y réfléchit bien, les notions de haut, de bas, de gauche et de droite ne s'appliquent pas vraiment à l'espace. Mais pourquoi ne pas renverser la donne? Devrions-nous accepter de voir notre monde sous un angle différent? Il existe des preuves psychologiques que notre mentalité de nordiste pourrait fausser nos perceptions de la valeur. La plupart des gens considèrent que le nord est en haut et le sud en bas. Les psychologues se sont même demandé si ces associations pouvaient influer sur la manière dont les gens considèrent les différents endroits de la carte. Lorsqu'on leur montrait la carte d'une ville fictive, les gens étaient quelque plus enclins à choisir une résidence dans la partie nord. Et lorsqu'on leur demandait où vivraient des personnes hypothétiques de statut social différents, ils plaçaient invariablement les riches au nord et les pauvres au sud. Il n'est pas exagéré de supposer que les humains se soucient moins de ceux qui arrivent aux régions inférieures qu'à celles où ils se trouvent sur la carte. Mais il existe une solution simple. Retourner la carte. Six expériences ont montré que cette simple action éliminait le biais selon lequel le nord serait synonyme de bien. À ce propos, des cartes à l'envers sont déjà disponibles en ligne. Les Australiens apprécieraient ce changement, c'est certain. Quoi que tu préfères, en haut de ta map monde, tu auras bien besoin d'une boussole pour te guider. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce système? C'est l'un des plus anciens gadgets que nous ayons dans notre trousse de survie. Elle existe depuis des siècles, servant de phare aux aventuriers, aux voyageurs autres explorateurs, les guidant à travers des océans inexplorés et les aidant à découvrir de nouveaux continents. De fait, la boussole a transformé l'homme sédentaire en un nomade globe-trotter. Notre belle planète bleue n'est pas seulement une sphère qui tournoie dans le cosmos. Elle possède aussi son propre champ magnétique. Imagine-la comme un aimant colossal, bourdonnant d'une énergie invisible. Tout cela grâce au noyau de la Terre, une boule de fer en fusion soumise à une pression colossale, en plein centre de notre planète. Ce noyau, mi-liquide, mi-cristaux solide, s'agite et tourbillonne sous l'effet de la rotation de la planète, créant ainsi ce champ magnétique qui nous donne nos pôles nord et sud. Mais c'est là que les choses se corsent un peu. Ces pôles magnétiques ne sont pas parfaitement alignés avec les pôles géographiques de la Terre, ceux autour desquels la Terre tourne. Ils sont proches, certes, mais ne se trouvent pas exactement au même endroit. C'est pourquoi la boussole, qui réagit au champ magnétique, ne pointe pas directement vers ce que nous appelons le vrai nord, c'est-à-dire le pôle nord géographique. Elle pointe plutôt vers le nord magnétique, situé un peu en deçà du vrai. Mais ne t'en fais pas, il est suffisamment proche pour nous amener là où nous devons aller. Parlons un peu plus de cette histoire de vrai nord.
et de nord magnétique. Te souviens-tu de la nouvelle de septembre 2019 qui affirmait que, pour la première fois depuis plus de 360 ans, les boussoles de Greenwich indiquaient le vrai nord? C'est un fait assez rare. En général, les boussoles indiquent le nord magnétique, qui n'est pas un point constant sur la carte. Il change et dérive au fil du temps, en fonction des déplacements du noyau terrestre. En revanche, le nord géographique fait référence au pôle nord géographique, un point précis et immuable à la surface de la Terre. Ainsi, lorsque tu tiens une boussole, c'est vers le nord magnétique qu'elle t'oriente, et non vers le nord géographique. C'est là que les choses deviennent encore plus curieuses. L'angle entre la direction du nord géographique et celle du nord magnétique indiquée par la boussole est appelé déclinaison magnétique. C'est un mot sophistiqué pour un concept simple. À présent, comme le champ magnétique terrestre n'est pas une chose facilement appréhendable, il a ses creux et ses oscillations, la déclinaison n'est pas la même partout. Elle varie d'un endroit à l'autre. En outre, voici ce qui constitue une boussole. Elle est munie d'une minuscule aiguille conçue à partir d'un métal magnétisé, le fer étant le plus courant. Cette aiguille est fixée sur un petit élément pointu, ou pivot, et laissée à flot dans un liquide quelconque, souvent de l'huile minérale ou quelque chose de similaire. Cela permet à l'aiguille de tourner et de danser avec le champ magnétique terrestre. Lorsque tu tiens ta boussole à plat dans ta main, l'aiguille se stabilise et indique le nord magnétique. Maintenant, regarde ta boussole et tu remarqueras ces petits repères. Ce sont les degrés. Et voici comment la lire. L'extrémité rouge de l'aiguille pointe toujours vers le nord, et l'extrémité blanche ou noire pointe toujours vers le sud. C'est la danse nord-sud de ta boussole. De plus, le châssis de la boussole comporte souvent une flèche tout en haut. C'est la flèche d'orientation. Cela fait des années que tu t'entraînes. Tu sais que tu es prêt. Tu te tiens sur le seuil de la porte, tu respires profondément et tu l'ouvres courageusement. Tu sautes à l'extérieur de la Station spatiale internationale et dans l'immensité de l'espace. Ah, c'est toujours aussi excitant, dis-tu dans ton transmetteur. Tu te sens aussi léger qu'une plume dans l'espace, à l'exception de la combinaison, bien sûr. C'est vrai ce que ce type t'a dit un jour. Les combinaisons d'astronautes limitent les mouvements du corps d'au moins 20%. Pour toi, cela signifie que tu as 20% de chance en plus de faire une maladresse dans l'espace. Ce qui n'est pas une bonne chose. On n'a pas le droit à l'erreur quand on fait ce métier. Tu arrives enfin au poste d'amarrage. Tu regardes autour de toi et tu vois l'endroit de la station qui a besoin d'être réparé. C'est ici que les autres navettes s'amarrent lorsqu'elles arrivent plein de la Terre ou d'autres planètes. Il y a une semaine, une navette venant de Jupiter a mal calculé son arrivée et a cassé une partie du poste. Tu as attaché la pièce à remplacer à ta ceinture. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la visser. Tu as passé des heures à t'entraîner sous l'eau. Tu as porté une combinaison lourde, chaude et inconfortable dans une piscine afin de connaître les mouvements exacts que tu dois faire ici. « Attention !» crie Sarah sur le transmetteur. Tu n'as même pas le temps de demander de quoi il s'agit. Une tempête de débris te prend au dépourvu à une vitesse absurde. Elle fait trembler tout ce qui t'entoure. Tu essayes de t'accrocher à ton câble de sécurité. Mais, oh non, un débris vient de heurter la visière de ton casque. « Bob, tout va bien ?» te demande Sarah via le transmetteur. L'impact t'a un peu secoué, mais tout semble normal. Les météorites ont enfin disparu. Tu peux donc te concentrer sur ta tâche. Tu tires vers toi le câble auquel est attachée la pièce à remplacer, mais il n'y a plus rien à l'autre bout. Non, plus rien du tout. Oh non, te dis-tu. Sarah, nous avons perdu une pièce. Je répète, nous avons perdu une pièce. La situation est assez grave et tu en es conscient. Tout ce qui tombe dans l'espace peut entrer en collision avec la Station spatiale internationale ou avec d'autres véhicules. Tu essaies de te souvenir de ton entraînement, mais ta tête est vide. C'est pire que la fois où tu as cassé le pot en céramique préféré de ta copine. Sarah, l'astronaute qui t'accompagne à bord de la station, crie sur le transmetteur. « Oh non Bob, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est une catastrophe, j'arrive. » Tu repères la pièce en question sous l'ISS. Elle fait la taille d'une portière de voiture de taille moyenne et se déplace assez rapidement. Voici ce qui peut se passer. La pièce peut redescendre vers la Terre et entrer dans l'atmosphère. Elle prendra alors probablement feu et se désintégrera en chemin. Mais même si c'est bien le cas, l'image de la NASA en souffrira et on te réprimandera. Il se peut aussi que la pièce perdue prenne un peu d'élan, se mette en orbite et vienne percuter l'ISS, et toi aussi par la même occasion.
ou un satellite qui se trouverait sur la même orbite. Alors voilà, si tu pensais que l'espace était un vide infini, tu te trompais. Depuis que différents pays ont commencé à construire des équipements suffisamment solides pour voyager dans l'espace, l'endroit est très encombré. Les gens y sont peu nombreux, mais il y a des satellites, des astéroïdes et des débris spatiaux. Tu as été surpris d'apprendre un jour que la Terre reçoit des pluies de météorites quotidiennes. Mais elles sont si petites que personne à la surface de la planète ne les remarque. Elles se transforment généralement en cendres avant d'atteindre le sol. Mais ce n'est pas tout. Ce qui vient de t'arriver lors de cette mission s'est déjà produit lors de plusieurs autres missions. Les astronautes perdent sans cesse des objets dans l'espace, à tel point que la NASA a dû créer une division chargée de traquer et de surveiller l'orbite de tous ces débris qui flottent autour de la planète. Tu n'en reviendrais pas si l'on te disait qu'il y a plus de 23 000 débris de la taille d'une balle en orbite dans l'espace. Et un demi-million d'objets plus petits. Alors que tu t'apprêtes à détacher ton câble et à t'aventurer dangereusement dans l'espace sans aucune protection, tu remarques que Sarah t'a devancé. Tu ne peux pas la laisser faire ça toute seule, alors tu décides de l'accompagner. Tu sais que ça va à l'encontre de tous les manuels de la NASA et de toutes les formations que tu as suivies. Mais tu te dis, si ça marche dans les films, ça doit marcher pour nous. Mais tu sais parfaitement que ça n'a aucun sens. Sarah est proche de la pièce débris, mais le poids de son corps la fait orbiter dans une toute autre direction. Ok, te dis-tu, c'est à ton tour de briller et d'être un héros. Tu essaies de bouger tes bras comme tu le ferais sous l'eau, mais il n'y a pas de frottement dans l'espace. Tu ne peux pas te mettre à nager pour aller chercher cette pièce d'équipement. Tu essaies de contacter Sarah, mais elle ne répond plus. Il va donc falloir que tu te débrouilles seul à présent. Pour une raison ou pour une autre, tu commences à tourner sur la même orbite que la pièce perdue. C'est sans doute à cause de la quantité de choses que tu as attachées sur toi. Ou peut-être que c'est le burrito que tu as mangé ce matin. Tu as l'impression d'être George Clooney dans le film Gravity. Non, mieux encore, tu te sens comme Obi-Wan Kenobi. Oui, tu te sens aussi fort et puissant qu'un Jedi en ce moment. Tu gardes tes mains tendues devant toi en espérant que la collision avec le débris se fera en douceur. Et 3, 2, 1, atterrissage réussi. Je plaisante, mais oui, tu as réussi à t'arrimer au débris. Hourra! Et maintenant, te dis-tu. Je suppose que tu aurais dû revoir ton plan un peu plus en profondeur, hein? Tu n'as pas la possibilité de guider le débris. Et tu ne peux plus non plus contacter le centre de contrôle de la mission pour leur dire que l'objet, et toi-même, êtes en route vers quelque part. N'aie pas peur. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour commencer à avoir peur. Quelles sont tes options? D'abord, photographie mentalement ta planète. De là-haut, elle ne déçoit jamais. Ensuite, demande-toi quels sont les différents scénarios possibles dans une telle situation. Ton poids normal ne peut pas suffire à t'extraire de l'orbite terrestre. Dans l'hypothétique scénario où cela se produirait, tu serais probablement aspiré par l'orbite de Vénus et tu passerais un mauvais moment. Il y a fait extrêmement chaud. Même si dans la mythologie, Vénus représente l'amour, il n'y a rien d'agréable dans le voisinage de cette planète, et tu le sais. Si tu t'approchais trop, ta combinaison spatiale ne supporterait pas la chaleur. Elle ne peut résister qu'à une température maximale de 120 degrés Celsius, et l'atmosphère de Vénus peut atteindre les 370 degrés. Mais honnêtement, le pire scénario est beaucoup plus simple que cela. Ta combinaison spatiale pourrait décider de noyer tes oreilles, ton nez et ta bouche dans de l'eau. Oui, cela s'est déjà produit lors de sorties dans l'espace. Tu vois, pour que ta combinaison spatiale reste fraîche, elle compte sur les 3,8 litres d'eau de son système de refroidissement. Ce système, qui est censé éjecter de l'air recyclé par l'arrière de ton casque, peut se mettre à fuir. Et comme tu es coincé au milieu de nulle part, tu n'as aucun endroit, toi, vers où fuir. Mais attends, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Une navette spatiale modulaire. Tu essayes de crier, mais personne ne t'entend hors de ton casque. Tu fais des signes avec tes bras. Tiens, elle se dirige droit sur toi. Enfin, dit Sarah, j'ai mis pas mal de temps à te retrouver. Apparemment, elle s'est revenue à la station juste à temps pour t'attraper avant que tu ne partes vagabonder dans l'espace infini. Je suppose que je vais perdre quelques points d'astronaute à cause de cette petite mésaventure, hein, dis-tu? Oui, ça c'est sûr. As-tu déjà entendu parler de l'étoile en diamant dont la valeur surpasse celle de toutes les richesses de la Terre, ou de ces étoiles scintillantes dont la surface est faite de fer solide?
Jetons un coup d'œil à ces étranges astres et essayons de percer leur mystère. Il y a une étoile dans la constellation du Centaure que l'on a surnommée Lucy in the Sky with Diamonds. Oui, c'est bien le titre d'une chanson des Beatles. On a découvert que cette étoile contenait un diamant massif en son cœur. Mais tu te demandes peut-être quelle est la taille réelle de ce diamant. Eh bien, on l'estime à environ 10 milliards de billions de carats. Un 1 suivi de 34 zéros. Pour mettre cela en perspective, le diamant Hope, l'un des plus gros diamants sur Terre, ne fait que 45,5 carats. Peux-tu imaginer la taille de la bague que tu pourrais fabriquer avec ce diamant stellaire? Et il a à peu près la même masse que notre Soleil. Mais ne t'emballe pas trop vite à l'idée de posséder ce diamant. Même si tu étais Jeff Bezos, tu ne pourrais pas te l'offrir. Selon Ronald Winston, PDG de la société Harry Winston, la taille de ce diamant risquerait de faire chuter les cours du marché. Tu devras donc te contenter d'une bague de fiançailles beaucoup plus petite. Une chose intéressante à propos de Lucy in the Sky with Diamonds est qu'elle est incroyablement dense. Sa masse est celle du Soleil, mais à l'intérieur d'un diamètre équivalent à 1/3 de celui de la Terre. Comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte à chaussures. Et pourtant, malgré cette taille imposante, elle est relativement froide, avec une température centrale d'environ 6649 degrés Celsius seulement. En comparaison, la température centrale de notre Soleil est d'environ 15 millions de degrés. Depuis la découverte de Lucy in the Sky with Diamonds, on a trouvé plusieurs autres étoiles cristallisées, dont certaines ont un cœur de diamant de la taille de la Terre. Cela prouve bien que l'univers est plein de surprises, et qu'on ne sait jamais quel genre de trésor on découvrira dans la vaste étendue de l'espace. Nous avons trouvé d'autres curieuses étoiles. Il y a beaucoup de choses étranges et inexpliquées dans l'espace. Prenons l'exemple de Vega. Vega, qu'on appelle aussi Alpha Lyrae, est une étoile située dans la constellation de la Lyre. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne et elle est facilement visible à l'œil nu dans la plupart des régions du monde. Pour nous, habitants de l'hémisphère nord, Vega est une belle étoile lumineuse. Mais nous avons découvert l'un de ses secrets. Elle est en fait un peu écrasée. Sa vitesse de rotation fait qu'elle se renfle à l'équateur, comme si elle avait un peu de ventre. Elle tourne une fois toutes les 12,5 heures, ce qui est assez rapide pour une étoile. Et elle projette de la matière autour d'elle. C'est un peu comme si elle faisait du hula hoop. Cette matière étant assez éloignée de son centre, elle subit donc moins la gravité, ce qui la refroidit et l'assombrit. On appelle ça assombrissement par la gravité. Vega est donc le pire cauchemar d'un conseiller en fitness cosmique. Pour nous, qui l'observons, elle paraît toujours ronde, parce que nous la regardons depuis l'extrémité du pôle de la Terre. Si nous l'observions depuis un autre angle, nous aurions une vue très différente. Et nous nous demanderions si Vega ne se goinfre pas de beignets cosmiques quand nous lui tournons le dos. Mais même si nous nous moquons un peu de son tour de taille, il est indéniable que Vega reste l'une des étoiles les plus fascinantes de notre galaxie. Mais tu veux voir quelque chose de vraiment brillant? Que dirais-tu d'une supernova? Les supernovas sont de gigantesques explosions qui se produisent lorsque les étoiles atteignent la fin de leur vie. C'est comme le bouquet final d'un feu d'artifice, mais à l'échelle cosmique. Elle libère plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'étoile que nous allons voir maintenant. Un objet céleste nommé IPFT I4HLS. Mais il y a un hic. Il ne s'agit pas d'une supernova ordinaire. Cette étoile a bien explosé en 2014 et a commencé à s'éteindre comme attendu. Mais elle a ensuite recommencé à briller. Tu parles d'une entrée en scène.
Et comme si cela ne suffisait pas, elle a continué à s'éteindre, puis à s'illuminer au moins 5 fois au total. Un peu comme un yo-yo. C'est comme si elle n'arrivait pas à décider si elle voulait continuer à briller ou s'éteindre pour toujours. En outre, lorsque les scientifiques ont mesuré le spectre de cette supernova, ils ont constaté qu'elle évoluait 10 fois plus lentement que les autres étoiles. Peut-être qu'elle souhaite simplement profiter un peu de sa vieillesse. En somme, cet objet est un véritable mystère. Mais ce n'est pas la seule étoile souffrant du syndrome 2 en 1. À première vue, MY Camelopardalis semble assez ordinaire. Mais en y regardant de plus près, les astronomes ont découvert qu'il s'agissait en fait de 2 étoiles. Elles tournent l'une autour de l'autre à plus de 950 000 km/h. Il s'agit d'un système stellaire binaire à contact, ce qui signifie que les étoiles sont si proches l'une de l'autre qu'elles partagent une enveloppe commune. En d'autres termes, elles sont si proches qu'elles se bécotent, littéralement. Ces Roméo et Juliette célestes sont l'une des étoiles binaires les plus massives que l'on connaisse. Elles pèsent respectivement 32 et 38 masses solaires. Et nos astronomes pensent qu'elles pourraient être sur le point de fusionner. Ce qui signifie qu'un jour, elles pourraient se combiner pour former une super étoile géante. Qui aurait cru que l'espace pouvait être si romantique ? Voici maintenant un autre nom à rallonge. HD 140283, l'étoile Mathusalem. Ce petit bonhomme, dans la constellation de la Balance, existe depuis un bout de temps. Et par un bout de temps, je veux dire très très longtemps. En fait, les scientifiques pensaient qu'elle était plus vieille que l'univers lui-même. Imagine un peu si c'était vrai. Mais ils ont fini par découvrir qu'elle avait environ 14 milliards d'années, soit le même âge que notre univers. C'est quand même assez impressionnant. Elle est si vieille qu'elle se souvient de l'époque où la Voie lactée n'était qu'une petite galaxie. Malgré tout, elle a encore un peu de vie en elle. Elle commence tout juste à se transformer en géante rouge, ce qui est un peu comme lorsque tu atteins la trentaine. Elle vieillit donc assez bien. Mais si toutes ces choses restent plus ou moins compréhensibles, que dire de cette étoile que les astronomes ont surnommée WTF, ou qu'est-ce que c'est que ce truc ? On l'appelle aujourd'hui l'étoile de Tabi. Elle a aussi un nom plus scientifique, mais il est un peu long. Ce qui est vraiment bizarre chez elle, c'est sa luminosité irrégulière. Pour une raison inconnue, elle ne brille pas comme une étoile normale. Elle clignote, comme quand on allume et éteint une lampe de poche. Et il ne s'agit pas d'une petite baisse de luminosité, mais d'une chute de 22%. Ce n'est donc pas parce qu'un objet viendrait la cacher de temps à autre. Les scientifiques ont toutes sortes de théories sur ce comportement étrange. Des comètes, de la poussière, une mégastructure extraterrestre. Oui, mais avant que ton imagination ne s'emballe, il est important de noter que l'explication la plus probable est celle de la poussière. L'étoile serait entourée d'une espèce de nuage de poussière qui nous empêcherait parfois de la voir nettement. Mais cette explication n'est pas encore confirmée à 100%. Et il reste encore beaucoup de mystères autour de l'étoile de Tabi. Une chose est sûre, elle est peut-être un peu bizarre, mais c'est ce qui la rend si fascinante. Et voilà, mon ami. Nous restons émerveillés par l'incroyable diversité et par l'étrangeté du cosmos. Il y a encore tant de choses à découvrir, alors continuons à explorer l'univers à la recherche de ces fabuleux trésors. La Terre n'est pas plate, mais Jupiter aurait pu l'être. Au lieu de grandes sphères rondes, les géantes gazeuses de notre système solaire ont peut-être commencé leur vie en n'étant que de simples crêpes. Jupiter était l'une de nos plus anciennes voisines. Elle a 4,6 milliards d'années, tout comme notre Soleil. Et lorsqu'elle était encore jeune, elle s'est probablement formée dans un disque protoplanétaire. Tout commence avec les étoiles. Lorsqu'une étoile se forme encore, elle ne ressemble pas à un objet rond. C'est plutôt comme un grand disque de matière. À ce stade, soufflent des vents chauds composés de particules chargées.
La poussière de ce disque contient des éléments comme le carbone et le fer. Certains d'entre eux entrent en collision et demeurent ensemble, formant de plus grands objets. La poussière se transforme en cailloux, les cailloux se transforment en roches, et les roches se heurtent les unes aux autres, devenant de plus en plus grandes. Le gaz présent dans le disque aide tous ces morceaux solides à s'agglutiner. Certains se détachent, mais d'autres restent ensemble. Et ce sont eux qui deviennent la base des planètes. On les appelle des planétésimaux. Même des géantes gazeuses comme Jupiter ont commencé comme de minuscules particules de poussière, plus petites qu'un cheveu humain. Finalement, elles ont constitué leur propre disque de matière. Puis, elles ont commencé à tourner autour de notre Soleil, grandissant à mesure qu'elles accumulaient du gaz et des roches comme une grosse boule de neige. Les géantes gazeuses sont particulières. Elles sont nées des parties les plus froides du disque. Dans ces régions froides, les molécules sont plus lentes, ce qui les rend plus faciles à capturer. L'eau peut ainsi geler, et de minuscules morceaux de glace se coller ensemble et se mêler à la poussière. Ces boules de neige sales se rassemblent et forment ensuite les noyaux de vastes planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Dans les régions plus chaudes, proches de l'étoile, des planètes telluriques comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars commencent à se former. Après la naissance des géantes de glace, il ne restait plus beaucoup de gaz pour ces petits corps célestes, et il pourrait falloir des dizaines de millions d'années pour que de telles planètes se forment après la naissance d'une étoile. Notre Soleil grandissait en même temps, aspirant le gaz proche et repoussant encore plus loin les objets lointains. Après des milliards d'années, le disque a complètement changé, se transformant en une étoile sphérique avec un tas de planètes géantes et naines, d'astéroïdes, de lunes, de météoroïdes et de comètes alentour. Récemment, des simulations ont montré que ces protoplanètes, comme on appelle ces premiers conglomérats de poussière, ne commençaient pas par ressembler aux planètes que nous connaissons. Dans le cas des géantes gazeuses comme Jupiter, elles ressembleraient davantage à des boules écrasées ou à des M&M's. Lorsque le Soleil était encore jeune, le disque de gaz et de poussière qui l'entourait s'est refroidi et est devenu instable. Il a commencé à se fragmenter en gros morceaux. Ceux-ci se sont rassemblés sous l'effet d'une gravité implacable pour créer Jupiter. Puis elle est devenue une géante gazeuse de forme sphérique au fil du temps. Quantité d'anomalies peuvent se produire pendant ce processus de formation des planètes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Vénus ou Uranus tournaient dans le sens inverse? Habituellement, lorsque des choses se forment à partir d'un disque de gaz en rotation, elles ont tendance à tourner dans le même sens. Si vous faites tourner un tas de balles attachées à une ficelle, par exemple, elles tourneront toutes de la même manière. Donc, théoriquement, toutes les planètes devraient également tourner dans la même direction. Mais il y a aussi beaucoup d'objets qui se déplacent rapidement dans notre système solaire, comme les comètes et les astéroïdes. Lorsqu'ils entrent en collision avec les planètes, surtout pendant leurs premiers jours, cet impact peut les amener à tourner dans le sens opposé. Vénus et Uranus ont probablement survécu à une collision de grande ampleur. Heureusement, elles n'ont pas été éjectées dans l'espace lointain, la gravité du Soleil et des planètes voisines les ayant maintenues à leur place. Il existe également ce qu'on appelle des planètes verrouillées gravitationnellement. Ce sont des corps célestes, qui tournent de sorte qu'un même côté fait toujours face à leur étoile, tandis que l'autre demeure dans une obscurité perpétuelle. Ainsi, un côté est toujours très chaud, tandis que l'autre est extrêmement froid. Si nous vivions sur une telle planète, nous ne pourrions exister que sur une fine bande entre ces deux extrêmes. Ces planètes se forment lorsqu'elles sont très proches de leur astre. Les forces gravitationnelles à l'œuvre sont intenses et, avec le temps, ralentissent la rotation de la planète jusqu'à ce qu'elle corresponde au temps qu'elle met pour orbiter autour de son étoile. Imaginez que vous tourniez sur votre chaise. Quelqu'un s'approche de vous et, tenant votre chaise de ses mains, commence à tourner avec vous. De cette façon, vous vous ferez face en permanence. Les planètes en rotation synchrone fonctionnent un peu de cette manière. Notre Lune se trouve d'ailleurs en rotation synchrone avec la Terre. C'est pourquoi nous n'en voyons qu'un seul côté. Nous avons découvert plus de 5000 exoplanètes en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles ont des orbites très étranges. Il y en a, par exemple, qui présentent des orbites incroyablement longues. Des milliers d'années pour effectuer une seule révolution autour de leur étoile. Ou des orbites très inégales, semblables à celles des comètes. Ou encore ces planètes que l'on nomme Jupiter chaud,
qui sont très proches de leur astre, bien plus proches que Mercure ne l'est de notre Soleil. Mais ces planètes n'auraient pas pu se former là où elles se trouvent maintenant. À mesure que leur système solaire évoluait, elles ont, pour une raison ou pour une autre, changé de position. Ce réagencement est appelé migration planétaire. Il existe 3 façons dont cette migration peut se produire. Tout d'abord, en raison du gaz et de la poussière en rotation autour de la planète. Lorsqu'une planète entre en collision avec cette matière, cela peut créer des motifs en spirale dans le gaz. Ces motifs peuvent soit rapprocher la planète du centre, soit l'éloigner, selon la façon dont ils se mélangent. On appelle ça une migration de type I. C'est ce qu'a vécu Jupiter lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil il y a des milliards d'années. Et ceci explique également l'existence des Jupiters chauds. Deuxièmement, les grandes planètes peuvent bousculer les plus petites, modifiant leur trajectoire. Et troisièmement, la gravité de l'étoile peut attirer la planète, rendant son orbite circulaire. Avez-vous déjà entendu parler des planètes errantes? Imaginez une planète solitaire, flottant dans l'immensité de l'espace sans être rattachée à la moindre étoile. Ce sont les nomades errants de notre galaxie, condamnés à errer éternellement. Et il y en a tellement. Il pourrait exister plus de planètes en liberté que de planètes liées à une étoile. Nous parlons là de milliers de milliards de corps vagabonds dans notre seule voie lactée. Il n'est pas rare qu'ils soient aussi massifs que notre plus grande planète, Jupiter, mais la plupart auraient une taille plus comparable à celle de la Terre. Il en existe même qui pourraient avoir une atmosphère épaisse capable de les garder au chaud. Quoiqu'ils soient loin de toute étoile, certaines de ces planètes pourraient avoir des aurores à couper le souffle, tandis que d'autres pourraient être entourées de lunes comportant de l'eau liquide, un havre potentiel pour la vie. Il y a même une chance qu'elles puissent abriter une vie extraterrestre. Ces planètes pourraient heurter d'autres étoiles, ou même des systèmes planétaires entiers lors de leur course folle à travers l'espace. Parfois, elles peuvent être capturées par la gravité d'une étoile pendant un certain temps, avant d'être à nouveau éjectées dans l'espace. Mais comment naissent-elles? Parfois, au cours de ce processus chaotique de formation, toutes les planètes ne parviennent pas à rester près de leurs étoiles parentes. Certaines d'entre elles sont expulsées de leur système solaire, en raison de la puissante attraction gravitationnelle d'autres planètes ou d'étoiles de passage. Ces planètes éjectées deviennent alors des planètes vagabondes. En 2012, des astronomes ont découvert un système solaire datant du commencement de l'univers. Ce système comprend une étoile et 2 planètes. On l'a surnommé « système fossile ». Son étoile est incroyablement ancienne, soit environ 13 milliards d'années, presque aussi vieille que notre univers lui-même. Ce système est principalement composé d'hydrogène et d'hélium. C'est inhabituel car les planètes se forment généralement à partir de nuages de gaz contenant des éléments plus lourds. C'est alors que nous avons compris que la façon dont les planètes se formaient auparavant était différente de la façon dont elles se forment aujourd'hui. Nous savons que les étoiles contenant le plus de métaux sont les plus susceptibles d'avoir des planètes. En langage astronomique, métaux signifie tout élément chimique autre que l'hydrogène et l'hélium. Mais dans l'univers primitif, il n'y avait pas beaucoup d'éléments lourds. La plupart d'entre eux ont été créés à l'intérieur des étoiles, et se sont ensuite dispersés dans l'espace lorsque celles-ci ont explosé. Alors, quand les toutes premières planètes se sont-elles formées? Ce système nouvellement découvert aide à répondre à cette question. Ces 2 planètes géantes sont en orbite autour d'une étoile, qui est incroyablement pauvre en métaux et extrêmement vieille. Ce devrait être rarissime, voire impossible, mais elles existent pourtant. Cela signifie peut-être qu'il y a plus de planètes dans des systèmes pauvres en métaux que nous ne le pensions. Les étudier nous aidera à en apprendre davantage sur la formation des planètes. Ce que vous admirez là est de loin le portrait le plus réussi de notre Soleil. Heureusement, notre étoile mère, vieille de 4 milliards et demi d'années, n'a pas utilisé de maquillage pour arranger son teint avant cette séance photo, et nous pouvons maintenant étudier sa surface en détail. Ce cliché emblématique a été pris en mars 2022. La NASA voulait acquérir une meilleure compréhension du comportement de notre astre et de son impact sur la vie terrestre, et envisager le futur de nos technologies spatiales, bien entendu. Pour ce faire, on a lancé le satellite de la mission d'observatoire de la dynamique solaire, ou SDO, en février 2010. Cette séance photo légendaire a donc eu lieu 12 ans plus tard, lorsque le SDO était à mi-chemin entre la Terre et le Soleil. Les chercheurs ont dû assembler 25 images individuelles à la façon d'un puzzle. Ainsi,
L'image finale contient 83 millions de pixels. Et oui, cette résolution est environ 10 fois supérieure à celle de l'écran de votre téléviseur 4K dernier cri. Regardez cet incroyable motif qui rappelle la croûte d'un biscuit. Habituellement, la surface étincelante du Soleil nous la cache lorsque nous observons l'étoile depuis la Terre. Heureusement, la NASA a exploré cette lumière au-delà du spectre observable, ce qui lui a permis de découvrir des détails invisibles du visage de notre Soleil. Lorsque l'on ajuste un selfie avec des filtres et des effets, on peut obtenir des portraits complètement différents, mettant en évidence différentes parties de notre visage, même celles que nous ne savions même pas exister. Le même principe s'applique ici. Chacune de ces boules de plasma est la même photo du Soleil, saisie à différentes longueurs d'onde électromagnétiques. Les taches et les motifs révélés peuvent nous aider à comprendre un peu mieux les événements qui se produisent sous de la peau de notre étoile. À la vitesse de la lumière, désigne généralement quelque chose d'extrêmement rapide. Pourtant, ce rayon rose doré qui caresse votre joue à l'aube a parcouru un long chemin et est incroyablement vieux à l'échelle humaine. Les photons générés par le noyau du Soleil mettent entre 10 000 et 170 000 ans pour traverser l'atmosphère de l'étoile, puis environ 8 minutes de plus pour atteindre la Terre. Explorons donc pourquoi cela leur prend aussi longtemps. Notre visite débute par la couche supérieure de l'atmosphère du Soleil. Vous voyez ces divinités solaires dans les peintures et les pièces de théâtre de l'ère baroque ? Elles arborent souvent des couronnes luxueuses aux rayons mordorés. Eh bien, le Soleil lui-même porte aussi une belle couronne, qui est la couche externe de son atmosphère. Mais bien sûr, sa grandeur et sa gloire sont incomparables avec celles de ces couronnes de costumes en carton-pâte, et sa forme n'est pas si régulière. La couronne est une enveloppe de gaz qui enveloppe notre étoile mère, de sorte que sa taille et sa forme fluctuent constamment sous l'influence du champ magnétique du Soleil. Vous pouvez apercevoir cette couronne de vos propres yeux depuis la Terre lors des éclipses solaires totales. Elle s'apparente à un rayonnement sublime autour du disque solaire, qui lui-même est alors complètement masqué par la Lune. La couronne s'étend sur 8 millions de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil, alors que notre planète bleue ne mesure que 13 000 kilomètres de diamètre. Ainsi, le rayon hypothétique de la couronne équivaudrait à une ligne d'environ 625 000 planètes de la taille de la Terre. Et soudain, tous mes problèmes commencent à sembler minuscules. Et voici un autre fait singulier. La couronne du Soleil déroge en quelque sorte aux lois de la physique connue, car elle est plus chaude qu'elle ne devrait l'être. Sa température est de plus d'1 million de degrés Celsius, alors que la surface du Soleil est seulement d'environ 5000 degrés. Cela dit, l'adverbe seulement n'est pas le plus approprié, car c'est toujours extrêmement chaud en termes humains. Habituellement, la température tend à baisser lorsque l'on s'éloigne d'une source de chaleur. Mais ce n'est pas le cas ici. Les astrophysiciens demeurent perplexes face à un tel mystère. Heureusement, cette récente séance photo nous permet de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette énorme boule incandescente sans risquer d'y perdre la vue. Prenez par exemple ces magnifiques points lumineux. Ils représentent les éruptions solaires qui se produisent sous la couche de la couronne. Celles-ci sont de puissantes explosions qui se produisent lorsque les champs magnétiques se heurtent les uns aux autres. Lorsqu'elles ont lieu, ils changent de forme et se réagencent rapidement. Ces champs magnétiques proviennent du plasma, qui est lui-même très turbulent, de sorte que de pareils événements ne sont guère surprenants pour la météo locale. Qui aurait cru que le Soleil avait des points noirs sur la peau, tout comme les adolescents ? Ces zones plus sombres sont connues sous le nom de trous coronaux. Les terriens peuvent en admirer l'impact lorsqu'ils observent ces magnifiques aurores dans les régions polaires. Les trous coronaux semblent plus sombres parce que le plasma dans ces régions est plus froid, moins dense et ouvert magnétiquement. Ces conditions permettent aux vents solaires de se répandre à travers le système solaire plutôt que de rester à la surface de l'astre. Et lorsqu'ils heurtent la magnétosphère terrestre, ces aurores se forment pour ravir nos yeux. Fort heureusement, notre champ magnétique local refroidit les vents solaires. Personne ne voudrait voir ses yeux fondre, n'est-ce pas ? Maintenant, si nous cherchions un équivalent aux cheveux du Soleil, les meilleures candidates seraient les protubérances solaires. Ces grandes boucles de plasma brillantes s'élèvent de la surface du Soleil et s'étirent sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Leur durée de vie varie de quelques jours à plusieurs mois. C'est l'un des événements les plus répandus dans cette région. Bien que la première description détaillée d'une protubérance solaire date du XIVe siècle, les scientifiques modernes recherchent toujours comment et pourquoi elle se forme. En plongeant plus profondément, nous sommes confrontés à la zone de transition. L'épaisseur de cette couche est d'environ 100 km. Et la météo locale est proprement démente. Les températures peuvent monter jusqu'à 500 000 degrés. Cette zone de transition se situe entre la couronne et l'ultime région de l'atmosphère du Soleil, que l'on appelle la chromosphère. En parlant de ça, c'est justement notre prochain arrêt.
La chromosphère est connue pour présenter un mystère scientifique du nom de spicule. Répétez-le 20 fois très vite. Spicule, spicule, spicule. C'est marrant, non ? Ce spectaculaire jet de plasma s'étire depuis la surface du Soleil et atteigne des vitesses d'environ 360 km par seconde. Comme s'ils sautèrent sur un trampoline depuis la surface du Soleil. Chaque spicule perdure quelques minutes dans l'espace avant de retomber dans l'atmosphère solaire. Les astrophysiciens avaient du mal à expliquer comment des particules chargées magnétiquement pouvaient réussir à échapper ainsi à l'incroyable gravité du Soleil tout en étant si proche de lui. Une réponse possible est apparue en 2017. Un groupe de scientifiques a découvert que des particules neutres fournissaient aux particules chargées magnétiquement une flottabilité supplémentaire permettant de s'arracher à la gravité solaire pendant un certain temps. Ce qui vaut toujours mieux que l'explication de la poudre de perlimpinpin, n'est-ce pas ? Avançons maintenant de 1600 km à travers la chromosphère pour enfin atteindre la surface solaire, ou photosphère. Elle mesure environ 400 km d'épaisseur. Mais contrairement à la planète Terre, la surface du Soleil n'est ni stable ni solide. Les températures ici sont si élevées qu'aucune matière ne peut exister. D'un autre côté, les scientifiques surnomment souvent le plasma le 4e état de la matière. Et pourquoi pas ? Il est fait d'atomes ionisés et d'électrons libres. Et il mérite en quelque sorte d'être considéré comme tel. Peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion de rencontrer une espèce locale de personnes plasmoïdes. Mais je pense qu'il vaudra mieux que nous évitions leurs chaleureuses étreintes de bienvenue. Vous savez, de tels gens auraient sûrement un tempérament volcanique. Quoi qu'il en soit, la photosphère est notre dernière étape, car l'humanité ne possède pas encore de technologies qui permettent d'explorer le Soleil plus profondément. Donc, si nous voulons en apprendre davantage, vous devrez inventer votre propre engin spatial. Mais le temps presse. Vous n'avez que 7 à 8 milliards d'années. Après cela, notre Soleil s'éteindra, selon les estimations des scientifiques. Et, à vrai dire, ces mêmes scientifiques seront sûrement les premiers sur le coup. Vous avez un sérieux compétiteur. La sonde solaire Parker de la NASA détient actuellement le record de la plongée la plus profonde dans notre Soleil. Cet engin spatial a réussi à parcourir 7 300 000 km depuis la surface du Soleil en direction de son noyau le 27 septembre 2023. Et depuis, la sonde Parker a réitéré l'exploit en décembre de la même année. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas fondu, vous demanderez-vous ? La sonde a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes et à des fluctuations de température. Elle est équipée d'un bouclier thermique sur mesure et d'un système autonome, protégeant la mission contre l'intense rayonnement solaire. La NASA a d'autres plans ambitieux. En décembre 2024, Parker s'approchera encore plus près du Soleil. Elle se déplacera plus rapidement que tout autre objet fabriqué par l'homme, à la vitesse de 700 000 km en moyenne. La sonde se trouvera alors à seulement 6 millions de kilomètres de la surface brûlante du Soleil. C'est pratiquement comme atterrir sur une étoile. Les astronomes ont déjà comparé ce prochain jalon à notre premier alunissage. Enfin, il vaudrait probablement mieux que nous atterrissions de nuit. Bon d'accord, je l'admets. C'est une blague vieille comme le monde. 1994, il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les deux silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Vantillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange. Dans la Biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre,
Vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisants. Et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore. Ils se sont en repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur, pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorant chimique ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%. Ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2. Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards savailles ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité, tandis que l'autre moitié croyait en leurs chances de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz.
Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leurs familles s'inquiétaient et appelaient sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leur cage de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco, mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord ? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est à passer près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède 2 faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans,
notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées,
ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable, mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Le bouclier protecteur de notre planète se dégrade et finit par ne plus suffire. Il en va de même pour nos satellites. D'abord, les satellites de communication en orbite haute tombent sur Terre. Ensuite, les astronautes en orbite terrestre basse ne peuvent plus contacter leur centre de contrôle. Et enfin, des rayons cosmiques dangereux et implacables commencent à bombarder toute la planète, provoquant le chaos et la dévastation. Sont-ce les conséquences terrifiantes du renversement du champ magnétique de la planète, auquel nous allons devoir faire face ? En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, le pôle magnétique nord de la Terre est extrêmement déséquilibré. C'est tellement grave que les scientifiques vont devoir réviser le modèle global du champ magnétique qui avait été publié il y a seulement 4 ans. Est-ce que cela signifie que le pôle magnétique de notre planète va bientôt s'inverser? Un peu de patience, nous allons le découvrir un peu plus tard. Voyez-vous, le pôle magnétique se déplace de manière assez erratique de l'Arctique canadien vers la Sibérie. Et ces mouvements sont très imprévisibles. Mais il est normal que le pôle bouge. Il existe des relevés sur le long terme à Londres et à Paris qui prouvent que le pôle magnétique nord se déplace aléatoirement autour du pôle de rotation sur des périodes de plusieurs centaines d'années. Mais le plus étonnant dans son mouvement, c'est qu'il tend à gagner en vitesse. Vers le milieu des années 90, le pôle magnétique a inopinément accéléré, passant d'un peu plus de 14 km à 54 km par an. Et récemment, le pôle a franchi la ligne de changement de date, se dirigeant vers l'hémisphère oriental. L'Agence spatiale européenne a lancé des satellites de pointe destinés à analyser le champ magnétique en 2013. Grâce à eux, les chercheurs disposent de précieuses données qu'ils peuvent non seulement utiliser pour dresser des cartes du champ magnétique, mais aussi pour les mettre à jour tous les 6 à 12 mois. C'est ainsi qu'ils ont pu remarquer que le champ principal s'amenuisait, lui aussi. Cela pourrait être un signe que le champ magnétique de la planète est sur le point de s'inverser. Pour mieux comprendre ce processus, nous devons comprendre comment fonctionne le champ qui émane de notre noyau. Mettons que nous ayons une barre aimantée qui traverse le centre de notre planète et qui est un pôle nord et un pôle sud. Cet aimant est incroyablement puissant, représentant environ 75% de l'intensité du champ magnétique de notre planète à la surface. Notre aimant ne fait pas que bouger, mais il s'affaiblit également, d'environ 7% à chaque siècle. Il faut admettre que cet aimant n'est pas une représentation parfaite du champ produit par notre noyau. C'est plutôt comme si des courants électriques généraient le champ magnétique de la Terre. Néanmoins, ce modèle facilite la compréhension de ce qui arrive à notre planète en ce moment. Le champ magnétique de notre planète joue un rôle important dans la protection contre les radiations dangereuses et l'activité géomagnétique, qui est le produit de l'interaction entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Le champ magnétique de la Terre se déplace également. Les scientifiques ont étudié et suivi le mouvement des pôles magnétiques au cours de centaines d'années. Les mouvements historiques de ces pôles indiquent des changements dans la géométrie globale du champ magnétique de notre planète. Et ils peuvent également signaler le début de l'inversion du champ. C'est ainsi que l'on appelle un basculement entre les pôles magnétiques nord et sud. Il faut savoir que si le pôle magnétique nord se déplace un peu, ce n'est pas un très gros problème. Mais un renversement complet pourrait avoir un impact sérieux sur le climat de notre planète, ainsi que sur nos technologies modernes. Heureusement, de tels renversements ne se produisent pas du jour au lendemain.
L'ensemble du processus s'étend sur des milliers d'années. De plus, même si le pôle magnétique s'affaiblit lors d'une inversion des pôles, il ne disparaît pas complètement. Ainsi, les terribles événements du début de cette vidéo ne risquent probablement pas de nous arriver. La magnétosphère continuera à protéger la planète des rayons cosmiques et des particules solaires chargées, même si une certaine quantité de radiation particulière pourrait tout de même atteindre la surface terrestre. Les champs magnétiques sont générés par des charges électriques en mouvement. Si un matériau permet à ces charges de se déplacer facilement en lui, on l'appelle un conducteur. Le métal est un excellent conducteur, et nous l'utilisons souvent pour transférer les courants électriques d'un endroit à un autre. Dans ce cas, le courant électrique est constitué de charges négatives appelées électrons se déplaçant à travers le métal. C'est ce courant qui génère un champ magnétique. La Terre possède un noyau de fer liquide. En d'autres termes, il existe des couches et des couches de matériaux conducteurs à l'intérieur de notre planète. Les courants de charge se déplacent constamment à travers le noyau, et le métal liquide y circule également, générant le champ magnétique. Ce champ magnétique produit à son tour quelque chose qui ressemble à une bulle autour de la planète. On appelle cela la magnétosphère, et elle se situe au-dessus de la partie la plus haute de l'atmosphère. Cette couche nous protège et dévie le rayonnement cosmique de haute énergie, qui sinon serait extrêmement dangereux pour les gens et les autres formes de vie sur Terre. La magnétosphère interagit également avec l'ionosphère, la couche de l'atmosphère de notre planète qui contient des tonnes d'ions et d'électrons libres et qui est capable de réfléchir les ondes radio. L'interaction entre ces deux couches et le vent solaire magnétisé est ce que les scientifiques appellent la météo spatiale. Le vent solaire est normalement assez léger et il n'y a absolument pas de météo spatiale. Mais parfois, le Soleil commence à expulser d'énormes nuages de gaz magnétisés qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Ils sont appelés éjections de masse coronale, ou EMC. Celles-ci sont éjectées du Soleil sur plusieurs heures. Les EMC s'apparentent généralement à d'énormes filaments tordus et peuvent se produire spontanément. Leur fréquence varie selon un cycle solaire de 11 ans. Par exemple, au minimum solaire, on peut observer une éjection par jour. Et lorsque le Soleil est dans sa phase la plus active, il peut y avoir jusqu'à 3 EMC par jour. Les éjections de masse coronale perturbent le flux calme du vent solaire et causent de graves perturbations capables d'endommager des choses à la fois dans l'espace proche de la Terre, comme les satellites, et à la surface de la planète. Si les éjections de masse coronale atteignent la Terre, leur interaction avec la magnétosphère génère des tempêtes géomagnétiques. Celles-ci peuvent produire des aurores, qui se produisent lorsqu'un flux de particules chargées frappe l'atmosphère et l'illumine. Et puis, il y a aussi les éruptions solaires. Elles se développent plus rapidement et avec beaucoup plus d'énergie que les éjections de masse coronale. Les éruptions solaires surviennent souvent peu de temps après les éjections de masse coronale. Les éruptions solaires surviennent souvent peu de temps après les éjections de masse coronale. Les éruptions volcaniques les plus puissantes font pâle figure, en comparaison des éruptions solaires, qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont aussi incroyablement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés. Les astronomes pensent que de telles explosions de rayonnement solaire se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil se tord dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie emmagasinée est libérée. L'étoile émet de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines se poursuivent pendant des heures. Une puissante tempête solaire peut potentiellement provoquer une panne d'électricité dévastatrice sur l'ensemble de la Terre. Si ce n'était pour la magnétosphère terrestre, les effets de l'activité solaire seraient de beaucoup plus dévastateurs. Heureusement, elle dévie la plupart des particules solaires qui se précipitent vers notre planète depuis notre étoile à une vitesse de plus d'1,6 km/h. Mais même ainsi, lors d'événements météorologiques spatiaux, il y a beaucoup de radiations dangereuses près de la Terre. Elles peuvent potentiellement nuire aux astronautes et aux engins spatiaux. De plus, la météo spatiale peut endommager nos grands systèmes conducteurs, comme les pipelines et les réseaux électriques, par exemple en surchargeant les courants qui circulent à l'intérieur. Les scientifiques cartographient et suivent régulièrement l'orientation et la forme globale du champ magnétique de notre planète. Pour ce faire, ils exploitent des mesures locales de l'orientation et de l'amplitude du champ. C'est ainsi qu'ils ont pu conclure que l'emplacement du pôle magnétique nord avait bougé de presque 1000 km depuis que les premières mesures ont été prises en 1831. Le champ magnétique de notre planète s'inverse sur une échelle de temps variant de 100 000 à 1 million d'années.
On peut dire à quelle fréquence cela se produit en regardant les roches volcaniques au fond de l'océan. Elles retiennent l'orientation et la force du champ magnétique de la Terre au moment de leur création. Ainsi, la datation de ces roches nous donne une image de l'évolution du champ magnétique de notre planète au fil du temps. D'un point de vue géologique, les inversions de champ se produisent assez rapidement. Mais elles sont extrêmement lentes d'un point de vue humain. Un renversement complet prend normalement quelques milliers d'années. Mais pendant cette période, l'orientation de la magnétosphère peut changer, exposant davantage la Terre au rayonnement cosmique. De tels événements ont tendance à modifier la concentration d'ozone dans l'atmosphère. Dans tous les cas, les scientifiques ne peuvent pas dire avec certitude quand aura lieu le prochain renversement du champ magnétique. Mais ils continuent de cartographier et de suivre le mouvement du nord magnétique de notre planète. Au fait, la Terre n'est pas la seule planète disposant d'un champ magnétique. Les géantes gazeuses, comme Jupiter, ont également une couche d'hydrogène métallique conductrice qui génère leur champ magnétique. Le champ interne de Jupiter empêche le vent solaire d'interagir directement avec l'atmosphère de la planète. Si l'un des nombreux scénarios apocalyptiques possibles se réalise et que l'humanité est éradiquée, une boîte noire racontera à ceux qui viendront après ce qui nous a conduit à notre fin. Cette chambre forte de 10 mètres de long située dans une région reculée de l'ouest de la Tasmanie est censée documenter toutes les erreurs que l'humanité a commises et qui ont provoqué l'apocalypse. Les artistes, architectes et chercheurs à l'origine de la boîte noire de la Terre pensent que cette installation faite d'acier renforcé résistera au feu, à l'eau et à toutes autres catastrophes naturelles. À moins bien sûr que la planète ne soit entièrement détruite. Tout comme les boîtes noires que l'on trouve dans les avions. Cette capsule temporelle est censée aider la civilisation qui suivra la nôtre à éviter le tragique destin de notre humanité. Le projet est entièrement non commercial et porte un message important. La boîte sera remplie de disques de stockage et sera connectée à l'Internet. Des panneaux solaires sur le toit l'alimenteront en électricité et des batteries assureront le stockage d'une énergie de secours. Chaque fois que le soleil brillera dans le ciel, la boîte noire mettra à jour ses données scientifiques. Un algorithme triera ces données afin de ne sauvegarder que les informations pertinentes pour le projet. On mesurera les températures terrestres et marines, l'acidification des océans, l'extinction des espèces, l'utilisation des terres ainsi que la démographie humaine et la consommation d'énergie. Parmi les données secondaires, on trouvera des titres de journaux, des posts de réseaux sociaux et des actualités sur les principaux événements concernant l'environnement. Les créateurs de la boîte ont décidé d'y coder et d'y stocker leurs données dans différents formats, y compris le code binaire. Les instructions sur la manière de récupérer toutes ces précieuses informations seront gravées sur l'extérieur de la boîte. Certains des plus grands cerveaux travaillant sur ce projet craignent que cela puisse donner envie à certains curieux de forcer la boîte bien avant qu'il soit temps de le faire. Le disque dur alimenté à l'énergie solaire aura suffisamment d'espace pour collecter des données pendant 50 ans. Les modèles scientifiques les plus pessimistes ne prédisent pas la fin du monde avant cette date. Ce grand malheur n'arrivera peut-être même que dans des siècles. L'idée d'une boîte qui enregistre tout ce qui se passe avant un accident d'aviation est née au milieu du XXe siècle. À cette époque, le premier avion à réaction du monde, le de Havilland's Comet, s'est écrasé 7 fois en 2 ans, faisant 110 victimes. Le département australien de l'aviation civile voulait savoir ce qui avait causé ces accidents. Parmi les experts, il y avait le docteur David Warren, un chimiste spécialisé dans les carburants. Il se rendit compte qu'on n'avait tout simplement pas assez de données pour tirer des conclusions. Il n'y avait personne pour dire ce qui s'était passé avant l'accident. Il se souvenait avoir vu un dictaphone enregistrer du son sur un fil d'acier lors d'une foire commerciale. Alors, il écrivit à son supérieur pour lui proposer de concevoir un enregistreur de voix qui suivrait ce qui se passait dans le cockpit. Les données de vol seraient également enregistrées et stockées dans une boîte incassable. L'aviation n'était pas très importante en Australie à cette époque, alors l'idée n'intéressa pas le supérieur en question. Mais Warren commença quand même à travailler sur un prototype dans son garage.
Il montra son dispositif au secrétaire de la British Air Registration Board, de passage en Australie. Et celui-ci adora l'idée. Bientôt, le Dr Warren put constituer toute une équipe pour l'aider à développer un prototype de pré-production. Son invention ne porte en réalité pas le nom de boîte noire, mais d'enregistreur de vol. Et elle est orange, pas noire. Nous disons probablement qu'elle est noire parce qu'elle prend cette couleur après un accident. Ou peut-être parce que les premières boîtes étaient peintes comme ça afin d'éviter la réflexion solaire. Ou parce que c'est le nom que les scientifiques donnent aux appareils, avec entrée et sortie de données et un fonctionnement interne complexe. Donc, l'enregistreur de vol se compose de deux parties, un enregistreur de données et un enregistreur vocal. Historiquement, il s'agissait de deux boîtes, mais maintenant il s'agit de deux cylindres. L'enregistreur de données conserve les paramètres de vol. Les gaz d'échappement, la température, le débit de carburant, la vitesse, l'altitude et le taux de descente. Le deuxième cylindre enregistre les sons dans le cockpit pour qu'on puisse analyser les communications avec le contrôle aérien en cas d'accident. L'appareil n'enregistre que pendant 2 heures, puis efface ces données. Parfois, les deux parties sont combinées, et ça ressemble alors à une boîte. La boîte enregistre les données et les voix dans le cockpit, mais elle est en réalité placée à l'arrière de l'avion, où la structure de l'appareil les protégera en cas d'accident. La boîte noire dispose d'une balise de localisation qui s'active au contact de l'eau. Elle émet un signal pendant 30 jours. La couleur orange vif de l'enregistreur permet aux équipes de recherche de la repérer plus facilement. Parfois, il faut beaucoup de temps pour retrouver une boîte, et dans certains cas, on ne la retrouve jamais. Bien avant l'invention du premier avion, il existait une boîte noire dont la portée était universelle, l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Dans l'Antiquité, les gens en Égypte, en Mésopotamie et en Grèce étaient des familiers des bibliothèques et des archives. Mais ces premières institutions avaient surtout pour but de préserver les traditions et le patrimoine. Le concept même de bibliothèque universelle n'est devenu une réalité que lorsque les Grecs ont commencé à penser en grand. Ils étaient tellement impressionnés par ce que faisaient leurs voisins en Égypte qu'ils organisèrent des expéditions pour acquérir des connaissances. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, voyant cette nouvelle soif de connaissances, exigea de ses compagnons, généraux et érudits, qu'ils lui rapportent tout ce qu'ils pouvaient apprendre sur les régions qui n'avaient pas encore été explorées. Cela permit de recueillir beaucoup d'informations sur la géographie et contribua à la création d'une immense bibliothèque. La plupart des informations étaient écrites en grec. On y trouvait par exemple dans le corpus de littérature les écrits d'Aristote. Selon certaines sources, au cours de cette chasse aux livres, les fondateurs de la bibliothèque arrêtaient tous les navires qui entraient dans le port d'Alexandrie. S'ils trouvaient des livres, ils les emmenaient à la bibliothèque. S'ils décidaient qu'un ouvrage était précieux, ils en faisaient une copie qu'ils donnaient à son propriétaire avec une compensation. L'original restant à la bibliothèque. Une autre histoire nous dit que Ptolémée III, petit-fils du fondateur de la bibliothèque, offrit au gouverneur d'Athènes une énorme compensation contre le droit de copier les textes des plus grands poètes. Il garda les originaux et leur renvoya des copies. C'est l'Empire romain qui, ayant accédé à la domination, brûla toutes ses connaissances, sans penser que cela les conduirait à leur propre perte. Il n'existait alors aucun moyen de diffuser les informations. Une seule source détenait donc la majeure partie des connaissances que l'humanité avait accumulées. Les grands esprits ne se contentaient pas de la remplir. Ils créaient également d'importantes correspondances entre les ouvrages, tirant le meilleur parti de la bibliothèque. Si la bibliothèque d'Alexandrie n'avait pas brûlé, nous aurions aujourd'hui des connaissances inestimables sur les personnes qui vivaient à cette époque. Certains scientifiques pensent que ce savoir aurait pu sauver les Vikings qui se sont installés au Groenland il y a plusieurs siècles. Cela aurait peut-être aussi aidé la population de l'île de Pâques à identifier et à résoudre les problèmes causés par l'activité volcanique, la latitude et les précipitations, et à restaurer la fertilité du sol. On dit qu'une personne vivant à notre époque est exposée en une journée à autant de données qu'une personne du XVe siècle au cours de toute sa vie. Et il existe une théorie selon laquelle tous les papyrus de la bibliothèque d'Alexandrie pourraient tenir sur une simple clé USB de poche.
tellement de données sont générées chaque jour que ça pourrait bien en devenir nocif. On parle alors d'une surcharge d'informations. Nous nous dirigeons vers une civilisation mondiale. Donc si toutes ces connaissances disparaissent, nous perdrions non pas un empire, mais le monde entier. Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous serons prêts à décoller dans 3, 2, 1. Vivre dans un vaisseau spatial ressemble au sujet rêvé d'un film de science-fiction, mais se précise peu à peu comme le plan envisagé pour un futur lointain. Imaginons ce qu'il en serait. Sans plus attendre, nous commencerons par la lumière. Sur Terre, grâce à l'atmosphère, le ciel disperse la lumière du soleil. Nous recevons donc de la lumière de différentes directions. Il y a ensuite les ombres, le contraste et la lumière ambiante. Dans un vaisseau spatial, cependant, il n'y a pas de ciel pour créer cette lumière d'ambiance. Lorsque tu te trouves dans un vaisseau spatial à l'intérieur du système solaire, un côté du vaisseau peut être éclairé par le soleil, ou une autre étoile, et un côté peut demeurer dans l'ombre. C'est ce que l'on observe dans les croissants de la Lune. Si ton vaisseau spatial parvient à s'éloigner de tout système solaire, tu risques de devoir dire adieu à la face illuminée du vaisseau. Tu seras très loin de toute étoile, et le vaisseau volera donc dans l'obscurité la plus totale. Mais ne t'inquiète pas, nos technologies de pointe trouveront probablement un moyen d'imiter la lumière du soleil. Les concepteurs placeront peut-être des panneaux lumineux à LED semblables à des fenêtres, et les habitants du vaisseau ne verront pas trop la différence. Qu'en est-il des gens ? Une étude a révélé qu'un équipage de 160 personnes pouvait constituer une population viable pendant environ 200 ans. L'important est de sélectionner les membres de l'équipage à partir d'un large pool génétique. Aucun passager ne devrait être plus proche que des cousins au 6e ou au 7e degré. Ça, c'est une projection de notre époque. Mais qui sait, peut-être que des centaines d'années plus tard, des pays entiers vivront dans un seul et même vaisseau spatial. Ton voisin sur Terre deviendra ton voisin dans l'espace. Cela me rappelle la scène de Thor, Ragnarok, où les Asgardiens qui ont survécu à Hellas s'échappent avec le vaisseau du grand maître et se rendent sur Terre pour s'y installer. Peut-être irions-nous sur Proxima Centauri B. C'est une exoplanète, le terme employé pour définir les planètes situées au-delà de notre système solaire. Proxima B se trouve dans un autre système stellaire, et certains scientifiques pensent qu'elle a du potentiel. On pense qu'il est possible que de l'eau liquide existe à sa surface. C'est important, parce que cette planète est notre exoplanète voisine la plus proche. Oui, la plus proche. Mais elle se trouve à près de 40 000 milliards de kilomètres de nous. Pour mieux comprendre cette proximité, on va te donner une comparaison. Actuellement, l'un de nos vaisseaux spatiaux les plus rapides, à savoir New Horizons, atteint une vitesse vertigineuse de plus de 50 000 km/h. Mais même avec cette vitesse, il lui faudrait des milliers d'années pour atteindre Proxima B. Espérons que nous aurons trouvé comment déformer l'équation de l'espace-temps d'ici là. En étant réaliste, c'est la première option qui semble la plus probable. Supposons que nous fassions le voyage avec nos vaisseaux spatiaux les plus rapides. Il s'agirait encore d'un voyage de quelques centaines d'années. Cela nous amène à un autre problème mineur, la durée de vie des humains. Un même équipage ne pourra pas aller jusqu'au bout du voyage. Ici, les vaisseaux générationnels s'imposent comme une solution. Une communauté d'adultes entre dans le vaisseau, puis leurs enfants et les enfants de leurs enfants, jusqu'à ce que l'humanité atteigne enfin la nouvelle planète. Il existe deux autres solutions. Si les chercheurs parvenaient à faire vivre les gens pendant des siècles, nous n'aurions pas besoin de ces vaisseaux générationnels. De même, il pourrait exister un système permettant de congeler les gens. Il faudra 20 000 personnes pour démarrer une population saine sur une nouvelle planète. Pour l'instant, je veux m'en tenir au premier scénario. Voici comment on vivrait dans un vaisseau spatial générationnel. Les rencontres ne seraient pas aussi romantiques que sur Terre. Il y aura probablement un généticien qui régulera notre reproduction. La liberté de choix, en général, serait réduite. Les règles seront strictes. Dans chaque génération, il y aura certaines tâches à gérer. Quelqu'un devra bien être médecin et quelqu'un d'autre devra être plombier. Les nouvelles générations pourraient être soumises à des tests de planification de carrière. Chacun se verrait attribuer une profession en fonction de ses mérites, de ses aptitudes, de ses passions et des emplois disponibles. Ça me rappelle un peu Snowpiercer, mais avec un peu de chance, les choses se passeraient plus humainement dans cette version. Les gens ont tous besoin d'eau, et ils créeront des déchets. D'ici là, nous ne dépendrons peut-être plus du plastique. De plus, le recyclage se fera peut-être à un autre niveau. Pourtant, nous aurons bien besoin d'eau.
Un être humain en bonne santé a besoin de près de 1200 litres d'eau par an. Ce n'est pas comme s'ils s'arrêtaient sur une planète pour remplir leurs réserves d'eau. Comment les habitants des vaisseaux spatiaux peuvent-ils résoudre un tel problème? Eh bien, il existe déjà des systèmes permettant de recycler les déchets des astronautes en eau douce. Le prochain problème est celui de l'infirmerie. Un vaisseau spatial peut ne contenir pratiquement aucune bactérie ou microbe, mais les gens en ont besoin pour renforcer leur système immunitaire. S'ils sont trop confinés et atterrissent sur une planète étrangère, ils peuvent avoir du mal à faire face aux conditions potentielles qui y régneront. Le blindage est également important. L'espace lointain est hautement radioactif. Notre planète dispose d'un champ magnétique qui nous protège de ces ondes qui grillent l'ADN. À l'extérieur, le vaisseau spatial aura besoin d'un solide bouclier. Peut-être pourrons-nous créer une sorte de champ de force? La NASA travaille sur des systèmes permettant de faire pousser des plantes dans l'espace. Nous verrons probablement des sections spéciales dédiées à l'agriculture et à l'élevage. J'ai l'impression que ce type de vaisseau transporterait aussi des échantillons de flore et de faune. Qui sait? Il y aura peut-être des parcs spécifiques et différents mini-écosystèmes. Ce serait excellent pour la santé mentale des personnes à bord du vaisseau. C'est bien de préserver l'existence de la race humaine, mais les crises existentielles peuvent perturber les passagers. Ils pourraient ainsi manger leur sandwich de l'espace dans le parc et se détendre un peu au son du gazouillis des oiseaux. Pas seulement un jardin, mais les plus jeunes passagers pourraient avoir besoin d'une aire de jeu et d'une école, enfin, dans ce cas précis, de cabines, afin de s'instruire. Ils auront probablement un tout nouveau programme scolaire. Comment rester en vie sur une planète étrangère, niveau CE1. D'ici à ce que nous ayons un tel vaisseau, l'IA et les robots de haute technologie seront probablement plus en vogue que jamais. Il pourrait y avoir des robots qui se répliquent d'eux-mêmes. Nous pouvons envoyer ces robots sur notre nouvelle planète potentielle à l'avance, puis voir ce qu'il advient. Nous pouvons même envoyer des équipes de robots sur plusieurs planètes et voir laquelle présente le meilleur habitat. Je l'admets. Les vaisseaux générationnels ressemblent à une idée tirée des superproductions hollywoodiennes, mais il existe une initiative baptisée le 100 Year Starship Project. Mark Millis, fondateur de la TOE0 Foundation, est l'un des participants de ce projet. Ils ont conçu une sonde baptisée Icarus. Elle a la capacité théorique d'accélérer jusqu'à un 10e ou un 5e de la vitesse de la lumière. Bien que le design actuel d'Icarus ne soit pas particulièrement élégant, vu qu'il ressemble à un mastodonte de la taille d'un gratte-ciel composé principalement de rangées et de grappes de réservoirs de carburant sphériques, Millis explique qu'il ne s'agit pas d'une représentation définitive de ce à quoi un vaisseau interstellaire pourrait ressembler, mais plutôt du design le plus logique dans un premier temps. Lorsqu'il s'agit de concevoir des vaisseaux spatiaux pour les humains, la gravité est un élément clé à prendre en compte pour prévenir l'érosion de la densité osseuse et musculaire. La solution consiste à générer la gravité avec une cabine rotative ou une centrifugeuse. Mais celle-ci doit être suffisamment grande pour simuler en permanence la gravité terrestre afin d'éviter la désorientation et d'autres problèmes de santé. Existe-t-il un plan d'arrivée, en supposant que nous nous rendions sur Europe ou Proxima B? L'équipage et les passagers doivent être préparés à différents scénarios. Ils doivent disposer d'équipements pour scanner le territoire, voire d'armes d'autodéfense pour se protéger de formes de vie potentiellement hostiles. Une fois qu'ils seront arrivés à bon port, ils auront également besoin d'outils pour construire leur nouvelle maison. Lorsqu'ils arriveront enfin sur leur nouvelle planète, ils pourraient mettre en place une technologie avancée, permettant de se rendre sur les planètes alentours. Salut maman, je t'ai rapporté un caillou en souvenir de la surface de Mars. De nouvelles professions pourraient apparaître, comme guide de voyage spatial en direct, et nous pourrions avoir besoin d'un type de document, comme un visa, pour visiter d'autres planètes habitables. Une pluie de météorites est attendue, alors restez dans votre base pendant les 2 prochaines années, dit le présentateur du journal télévisé. D'accord, je vais me calmer. Alors, comment imaginerais-tu un vaisseau capable de transporter les humains d'un système solaire à l'autre? Aurait-il des ailes, ou ressemblerait-il à une fusée? Dis-nous en plus sur le look qui te vient à l'esprit.